tout s'est refermé autour du Sahel, sans avertissement, comme si les issues avaient été scellées d'un seul geste. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les départs de forces françaises, les accords de renseignement déplacés et les points d'ancrage chez les voisins dessinent un encerclement en couches. Alors, qu'est-ce que cela change pour les ressources, la sécurité et la stabilité ? Et que peut vraiment gagner Ibrahim Traoré quand la souveraineté proclamée rencontre une pression économique et diplomatique cumulative ? Ici, le pari se mesure dans le temps, au prix de choix quotidiens. Cette analyse promet une chose précise, clarifier ce qui se joue réellement derrière la séquence sahélienne actuelle, au-delà des slogans, des réactions immédiates et des lectures idéologiques opposées. L'enjeu pour le public est simple et concret. Comprendre en quoi ces choix peuvent modifier durablement l'équilibre régional, la circulation des ressources et la stabilité politique. Il ne s'agit ni d'un récit héroïque, ni d'un procès à charge, mais d'un examen méthodique des contraintes, des leviers et des coûts visibles ou différés. À travers le cas du Burkina Faso, et plus largement de l'Alliance des États du Sahel, la question centrale devient mesurable. Une rupture politique peut-elle produire une souveraineté fonctionnelle dans un environnement marqué par l'isolement, la pression financière et l'insécurité persistante ? Le point clé apparaît rapidement. La rupture sahélienne ne commence pas par une victoire sécuritaire, mais par un constat chiffré d'échecs accumulés. Malgré des années d'opérations internationales et des ressources mobilisées sur plusieurs décennies, l'insécurité s'est étendue géographiquement au lieu de reculer. Ce décalage entre moyens engagés et résultats observés constitue le socle de la décision prise au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger. Avant les expulsions, la présence militaire occidentale était justifiée par la lutte contre les groupes armés et la stabilisation régionale. Après leur départ, les autorités reconnaissent que les attaques n'ont pas disparu, mais elles soulignent qu'elles ne diminuaient pas davantage sous l'ancien dispositif. La comparaison avant-après ne promet donc pas une amélioration immédiate, mais un changement de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'inscrit dans une lecture pragmatique. Si la sécurité externalisée n'a pas produit les effets attendus, alors assumer directement la responsabilité devient un choix politique cohérent, même risqué. Cette logique ne surgit pas dans le vide, elle s'appuie sur une défiance populaire nourrie par une contradiction persistante des États parmi les plus pauvres du monde, alors que l'or et l'uranium quittent la région à un rythme soutenu. La rupture militaire s'accompagne ainsi d'un déplacement plus large. Autour du Sahel, un réseau discret se densifie. Accords de partage de renseignements, centres de formation installés chez des pays voisins, mécanismes de pression économique et diplomatique. Il ne s'agit pas d'une invasion directe, mais d'un encerclement fonctionnel conçu pour surveiller, contenir et peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. Pour les populations, cette reconfiguration se traduit rapidement par une double perception. D'un côté, une affirmation symbolique, forte, interprétée comme une reprise de dignité politique, de l'autre des contraintes matérielles immédiates, visibles bien avant les bilans géopolitiques de long terme. Ibrahim Traoré devient alors moins un héros qu'un point de cristallisation, concentrant attentes sociales, espoir prudent et crainte d'un coup durable. Sur le terrain, cette reconfiguration abstraite prend rapidement une forme concrète, perceptible bien avant toute évaluation stratégique globale. Au Burkina Faso, les premières décisions touchent directement la sécurité quotidienne. Réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une logique de défense nationale plutôt que de dépendance à des opérations étrangères. Ces mesures ne transforment pas instantanément la situation sécuritaire, mais elles modifient le cadre d'action et le sentiment de contrôle. Pour une partie de la population, ces signaux sont interprétés comme une reprise d'initiative longtemps attendue. Ils ne sont pas lus comme des preuves de succès, mais comme des marqueurs de rupture avec des pratiques jugées inefficaces. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un personnage guide, non par son charisme personnel, mais parce qu'il incarne cette transition entre un modèle hérité et une tentative de redéfinition. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre des attentes contradictoires. L'espoir d'un changement de méthode coexiste avec la crainte d'une dérive autoritaire ou d'une impasse stratégique.
Dans ses prises de parole, la souveraineté n'est pas présentée comme un idéal abstrait, mais comme une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents. Cette rhétorique trouve un écho particulier dans des sociétés marquées par des promesses sécuritaires répétées et rarement tenues. Ces effets précoces restent toutefois fragiles. Ils reposent davantage sur une dynamique politique et symbolique que sur des résultats mesurables à court terme. Mais c'est précisément dans cet écart entre perception et réalité que se joue la suite. La capacité à transformer une rupture visible en gain concret sans que l'élan initial ne s'érode sous le poids des contraintes. La séquence s'active d'abord par une série de décisions formelles qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger notifient officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées ni isolées. Elles s'inscrivent dans une lecture partagée selon laquelle la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité ni amélioré durablement la stabilité interne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'aligne explicitement sur cette logique en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté effective. La phase d'activation est rapide, les bases ferment, les convois quittent les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Ce retrait, cependant, ne correspond pas à un désengagement occidental au sens strict. Il marque plutôt un déplacement du centre de gravité. Les partenariats sécuritaires sont redéployés vers les pays voisins, avec un renforcement du partage de renseignements, l'installation de centres de formation et le maintien de capacités d'intervention depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. La rupture est visible, mais la pression demeure. Vient ensuite le moment du pic de tension. Les États sahéliens, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explorent activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine mise sur les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à démontrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel, même si ces choix suscitent une méfiance accrue sur la scène internationale. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables et leur reconnaissance diplomatique est freinée. Présentées comme techniques ou procédurales, ces mesures produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles. La souveraineté affirmée se heurte alors à des contraintes immédiates. La phase de résonance s'installe progressivement. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation de l'indépendance politique et à la fin d'une tutelle jugée inefficace. De l'autre, des difficultés matérielles accrues, une inflation persistante et une insécurité qui ne disparaît pas. Chaque décision est interprétée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. Cette chronologie révèle une dynamique centrale. La rupture n'est ni instantanée ni indolore. Elle déclenche une chaîne d'événements où chaque gain symbolique entraîne des coups concrets. Ibrahim Traoré et ses homologues avançaient ainsi dans un espace étroit, entre affirmation politique et pression multiforme, où l'élan initial doit être constamment réajusté pour éviter l'épuisement. La question n'est plus seulement de rompre, mais de tenir. Le cœur de l'argument sahélien repose sur une lecture chiffrée d'un échec passé et d'un pari présent. Pendant des années, la présence militaire étrangère a été associée à des flux financiers importants, présentés comme un investissement massif dans la sécurité régionale. Le résultat observé par les autorités actuelles est pourtant inverse à la promesse initiale. Malgré des ressources mobilisées sur plusieurs décennies, l'insécurité ne s'est pas réduite de manière durable et s'est même diffusée géographiquement. D'abord, la sécurité elle-même. Avant les expulsions, les opérations antiterroristes internationales étaient censées contenir, puis faire reculer les violences. Après leur départ, les États sahéliens reconnaissent
que les attaques n'ont pas disparu. Mais il souligne un point central. La situation ne s'était pas améliorée non plus sous l'ancien dispositif. Le passage d'un modèle externalisé à un modèle national est donc présenté comme un changement de contrôle, non comme une solution immédiate. La responsabilité directe devient un levier politique, même lorsque les résultats à court terme restent limités. Ensuite, l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays demeure parmi les plus pauvres du monde. Ce contraste sert de mesure implicite. Richesse extraite contre pauvreté persistante. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition des revenus afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite. La logique est progressive et vise d'abord la traçabilité et le contrôle. Enfin, les alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient principalement par la formation et l'équipement, tandis que la Chine privilégie les infrastructures et la connectivité. Ce basculement ne se mesure pas uniquement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Réduire la dépendance à un seul acteur est présenté comme une manière de diminuer le risque politique global. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système stable en apparence mais jugé inefficace selon ses propres objectifs affichés. Après, un ensemble de choix plus risqués, mais considérés comme cohérents avec une reprise de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant une logique simple. Accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient donc pas au rendez-vous. Ces preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes. Elles servent moins à démontrer un succès immédiat qu'à justifier un changement de cap. Le message est constant, la souveraineté ne se mesure pas uniquement par des résultats instantanés, mais par la capacité à redéfinir les paramètres même de la décision, même lorsque les chiffres à court terme demeurent sévères. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés, surtout dans une région aux frontières poreuses et aux menaces transnationales. Le départ de contingents occidentaux créerait un vide opérationnel difficile à combler à court terme, en particulier en matière de renseignement, de logistique et de coordination interétatique. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée risquerait de se payer par une insécurité accrue pour les populations civiles. Un second argument concerne l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Les opposants estiment que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre. À leurs yeux, la rupture brutale accroît aussi le risque d'un repli autoritaire où la rhétorique de la souveraineté masquerait des difficultés internes non résolues. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux car elles pointent des risques réels et documentés. La réponse des dirigeants sahéliens repose toutefois sur une contre-lecture structurée. D'un point de vue sécuritaire, il rappelle que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un modèle jugé inefficace. En reprenant le contrôle direct, ils assument le risque mais aussi la responsabilité, ce qui modifie l'incitation politique à produire des résultats. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux. Il est que l'élargissement du champ des options redonne une capacité de négociation. Tant que les choix étaient limités, les termes restaient largement imposés.
La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et offre un levier supplémentaire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant une préférence claire. Accepter un risque assumé et visible plutôt que prolonger une dépendance prolongée aux résultats jugés insuffisants. Cette réponse ne nie pas les dangers soulevés par les critiques. Elle explique pourquoi, face à des coûts déjà élevés, les autorités sahéliennes considèrent que le maintien du statu quo représente un risque au moins équivalent. La controverse ne porte donc pas sur l'existence des risques, mais sur la hiérarchie à leur accorder et sur le choix de ceux que l'on accepte de porter. À ce stade, un déplacement de perspective s'impose. Le cœur de la contrainte sahélienne ne se situe plus uniquement dans les combats visibles ou les alliances militaires affichées, mais dans une pression plus diffuse exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs. Les sanctions envisagées, les avoirs gelés et l'accès restreint aux mécanismes financiers internationaux fonctionnent comme une extension silencieuse du champ de confrontation. Ils limitent la capacité des États à financer leurs priorités et testent leur endurance politique sur la durée. Cette réalité redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la légitimité internationale. La bataille se joue autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Ce glissement explique pourquoi la rupture avec l'ordre ancien ne produit pas d'apaisement immédiat, mais une phase de tension prolongée. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un seuil. Expulser des forces étrangères me reste possible, mais empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur des frontières l'est beaucoup moins. La souveraineté devient alors une capacité à tenir dans le temps sous contrainte constante. Le pari n'est plus celui d'un choc rapide, mais d'une endurance stratégique mesurable. Pour les États, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements sahéliens doivent craindre financer une part plus large de leur sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, tout en exposant l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus coûteux. La souveraineté gagne en visibilité, mais elle se paie en capacité financière et administrative. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, la surveillance accrue de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier plus élevé, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre plus lisible. À court terme, l'investissement ralentit, faute de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait toutefois ouvrir de nouveaux circuits économiques moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours valorisant l'autonomie et la dignité nationale. Mais cette dimension symbolique coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices sont différés alors que les coûts sont immédiats. Cette tension façonne le rapport quotidien des citoyens aux décisions prises au sommet. À l'échelle de la région, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence positif ou négatif dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel tient, elle pourrait inspirer des ajustements similaires ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré incarne une figure de focalisation. Son discours relie directement les sacrifices actuels à des gains futurs, en insistant sur la nécessité de traverser une phase de pression avant de stabiliser un nouveau modèle. Les conséquences observées ne sont ni uniformes ni définitives.
Elles dessinent un paysage en transition où chaque acteur réévalue ses intérêts face à un Sahel qui n'accepte plus d'être un simple espace d'influence. Le premier scénario, central, repose sur une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques et diplomatiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité minimale sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Dans ce cadre, la souveraineté n'apporte pas de dividendes rapides, mais elle évite un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance. Tenir assez longtemps pour normaliser une situation devenue la nouvelle référence. Le deuxième scénario, optimiste, suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore. Les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance pragmatique. La souveraineté cesse d'être défensive et devient progressivement fonctionnelle. Le troisième scénario, dégradé, met en lumière les fragilités du projet. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Les autorités sont alors contraintes de composer depuis une position affaiblie, en renégociant sous pression ou en acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté survit dans le discours mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. La décision clé n'est pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais aussi de sa capacité à préserver des options futures dans un environnement contraint. Pour le spectateur, cette trajectoire sahélienne ne relève pas d'un débat lointain réservé aux chancelleries. Elle renvoie à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Selon les profils, les effets perçus diffèrent nettement, ce qui explique la diversité des lectures et des réactions. Pour un public africain, l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire espérée. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance, même lorsque les résultats restent incertains. Le débat se déplace alors, moins sur la légitimité de la rupture que sur sa capacité à produire, avec le temps, des améliorations tangibles. Pour un public européen, la séquence interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une solution, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. Cette remise en question oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir de leurs intentions affichées plutôt que de leurs résultats mesurables sur le terrain. Elle met en lumière l'écart possible entre perception locale et récits produits à distance. Pour un public plus large, enfin, la situation invite à une réflexion plus personnelle. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un concept abstrait. Elle correspond à une série de choix quotidiens impliquant des renoncements temporaires et des paris risqués. La question implicite devient universelle. Accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant à long terme ? Deux repères simples émergent de poursuivre cette trajectoire sans se perdre dans les slogans. D'une part, distinguer le rejet d'un modèle de l'adhésion automatique à un autre. D'autre part, observer les indicateurs concrets plutôt que les déclarations sécurité effective, redistribution des ressources et capacité réelle de décision.
C'est dans cet espace entre empathie et distance analytique que le débat prend toute sa profondeur. À ce stade, la trajectoire sahélienne peut être traduite en une feuille de route lisible, non comme une garantie de succès, mais comme une séquence d'actions mesurables. La première étape concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de façon coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres, car sans un minimum de sécurité, aucune réforme économique ne peut tenir. La deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes sans provoquer un choc brutal sur l'activité. Le calendrier est graduel, stabiliser les flux existants, ajuster les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès est simple, une part accrue de valeur captée par l'État sans effondrement de la production. La troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet, afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique. La réussite se mesure par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. La quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, services rétablis, paiements réguliers servent de preuves tangibles. Enfin, la cinquième étape est diplomatique. Réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes afin de normaliser progressivement les échanges fonctionnels. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois un chemin où chaque étape peut être évaluée, ajustée ou corrigée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Au fil de cette trajectoire, un même motif revient avec insistance, la ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats et jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Il donne une cohérence à des décisions souvent perçues comme dispersées. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. Le rappel est essentiel. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées par hasard. Elles se sont érodées lentement au contact de réalités locales ignorées ou minimisées. La rupture actuelle s'inscrit donc autant dans une continuité de désillusion que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas l'assurance d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait plus coûteux que l'incertitude présente. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé. Elle naît de la tension entre espoir et contrainte. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour tenir encore. Dans ce cadre, la phrase qui s'impose est simple et lourde de sens. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une épreuve. À ce point du parcours, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise figée, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme immuables. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main, ni certitude confortable. Elle oblige plutôt à observer comment se construisent, dans la durée, des trajectoires politiques sous contrainte, faites de compromis, d'ajustements et de paris assumés. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement entre succès ou échec. Il est d'identifier les signaux qui compteront vraiment demain. La stabilité mesurée sur le terrain, la redistribution effective des ressources ou la capacité à préserver des marges de décision face aux pressions extérieures ne progressent pas au même rythme. Suivre ces indicateurs demande du temps et une attention régulière, bien au-delà des annonces spectaculaires. Dans cette perspective, la trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré invite moins à l'adhésion automatique qu'à un suivi critique et informé. Quels critères vous semblent décisifs
pour juger si ce pari mérite d'être poursuivi, ajusté ou corrigé avec le temps.